On va passer donc au dossier de la semaine qui va s'intéresser à un phénomène qui est de plus en plus inquiétant, pas pour les Européens, mais pour les amateurs de football sud-américain que nous sommes. Ce dossier, c'est le recrutement, notamment par les géants d'Europe et par certains groupes de joueurs mineurs, en majorité sud-américains, mais pas que, parce que si vous avez les images, il y en a un que vous avez peut-être... Peut-être que vous vous demandez qui est le garçon au centre sur cette image. On va en parler. Il n'est pas sud-américain. On va en parler dans un instant. Alors, on va essayer de commencer par poser un petit peu un cadre, on va dire juridique, parce que vous allez voir, il y a un cadre juridique à tout cela. C'est qui? C'est Justin Bieber. Il t'a donné la réponse, Chris, dans le chat. Oui, c'est vrai que j'aurais pu parler de cet Équatorien recruté par Dortmund aussi. Garçon d'Independiente del Valle qui a 16 ans, je ne l'ai pas mis dans ma liste, mais on va en parler dans un instant. Je voudrais juste fixer une petite règle, parce qu'il y a des choses assez amusantes, et notamment publiées par la FIFA. Parce que la FIFA a publié un guide qui s'appelle tout simplement le guide de protection des mineurs, guide pour la soumission d'une demande d'approbation pour un joueur mineur. Concrètement, il a été créé en 2001, ce guide. Il établit en gros le règlement du statut et du transfert des joueurs et il interdit justement les transferts internationaux de joueurs mineurs. Alors depuis, il y a eu des règles qui ont été ajoutées pour, comme ils disent, renforcer le guide. Vous allez voir comment ça renforce. Ils l'ont modifié donc en 2009, en 2016 et en 2020. Vous voyez que ça s'accélère quand même sur ces dernières années. Et donc dans ce règlement, il reste tout de même écrit qu'il est interdit de réaliser le transfert international d'un joueur de moins de 18 ans, donc d'un mineur, mais ces renforcements ont ajouté 6 exceptions. Alors je vais vous les donner, elles sont importantes parce que vous allez voir, c'est un petit peu la boîte de Pandore. La première exception, c'est les parents déménagent pour des raisons qui ne sont pas liées au football. Voilà. Ils vont s'installer à l'étranger pour un travail ou pour des choses comme ça. Deuxième exception, le joueur a plus de 16 ans et il est transféré à l'intérieur de l'Union européenne ou de l'espace européen. Bon, ça va ne concerner donc que en majorité que des joueurs européens ou vivant déjà en Europe. Voilà, vivant déjà en Europe. Troisième exception, le joueur, est situé dans un pays voisin du club dans lequel il va être transféré et surtout à moins de 50 km de la frontière commune avec une distance maximum de 100 km. Donc en gros, il est frontalier. Quatrième exception, le joueur déménage pour des raisons humanitaires et sans ses parents. Ça, c'est par exemple pour les réfugiés. On a des exemples nombreux en Australie, avec de joueurs qui sont nés dans des camps de réfugiés, notamment au Kenya, et qui sont partis s'installer ou qui ont migré vers les États-Unis. Vers l'Australie, pardon. C'est exactement ça, Zouchi. C'est pour ça que le Real avait été puni avec Odegaard et l'Atlético. Exactement, je vais en parler dans un instant. Donc ça, c'est la quatrième raison. Cinquième raison, le joueur est un étudiant effectuant ses études à l'étranger. Gardez-la en tête, celle-là, parce qu'elle est rigolote. Et la sixième, le joueur a vécu au moins 5 ans dans son futur pays. Bon, ça, c'est, on va dire, souvent pour des binationaux, donc ça sort un petit peu du cadre. Bref. Et justement, dans l'histoire récente, Zouchi en parle dans le chat, il y a eu des sanctions par la FIFA. On va évidemment évoquer le cas de Chelsea. La FIFA s'était attaquée aux Blues sur 14 transferts de mineurs. Il y avait Bertrand Traoré dans l'histoire, celui qui est passé par Lyon, notamment. Le club avait été condamné à une interdiction de recrutement. En 2014, Barcelone avait été sanctionné de la même manière. En 2016, l'Atlético de Madrid et le Real Madrid avaient également été sanctionnés après une enquête de la commission de discipline sur la participation de joueurs mineurs à des compétitions, parce que ces petits rigolos s'amusaient à en faire jouer avec leur académie, et pas avec les pros. Bon, les amoureux comment dirais-je, des théories du complot souligneront que seul l'Atlético avait été sanctionné puisque le Real avait réussi à faire sauter sa sanction au tribunal arbitral du sport. Bref, il y a un cadre légal, il y a une FIFA qui est là pour protéger donc les mineurs. Vous voyez cette phrase qui est issue d'une vidéo justement liée à ce guide. Elle a pour responsabilité de fournir des conseils, assurer le bien-être des mineurs et de prévenir, dans la mesure du possible, toute mauvaise pratique pouvant leur porter préjudice. Alors vous imaginez que quand il y a eu les sanctions qui ont commencé à taper les gros clubs, il a fallu trouver une parade. La parade, elle est toute simple. Il suffit de leur faire signer des contrats quand ils sont mineurs, mais de ne les faire bouger que quand ils seront majeurs. Alors on n'est pas dans le cas donc d'un Léo Messi, puisque ça de toute façon c'est antérieur. On n'est pas dans ce cas-là. En tant que coach général, je ne vais rien dire. Ouais, non. T'as raison. On va pas parler non plus du Katake Kubo parce que tout ça c'est antérieur, tout cela, mais c'est voilà. Donc là, on est dans un exemple où on va donc maintenant faire signer des joueurs mineurs avant d'attendre leur majorité pour qu'ils rejoignent le club.
C'est le cas, par exemple, de Vini, qui a été signé quand il était à Flamengo encore, alors qu'il n'avait que 17 ans et qu'il n'avait joué que 17 minutes en professionnel. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il venait de signer son contrat avec Flamengo avec une clause de 45 millions et il signe quelques semaines plus tard au Real. Donc on sait pourquoi il a signé son contrat avec Flamengo. C'était une rareté à l'époque, entre guillemets, Vini, mais depuis, ça n'a fait que se multiplier. Alors, il y a évidemment Hendrik, qui est probablement le cas le plus connu, puisqu'il va arriver au Real. Il a signé au Real en décembre 2022 alors qu'il n'avait que 16 ans. Il y a aussi le cas de, ça a été évoqué dans le chat tout à l'heure, mais de Kendry Páez, que vous voyez ici dans les tribunes de Chelsea, puisqu'il était invité lors d'une trêve à voir des matchs de son futur club. Kendry Páez, 16 ans, équatorien, qui va attendre 2025 pour rejoindre le club. C'est le cas aussi d'Estevan, qui va être le prochain, normalement, qui devrait arriver du côté de Chelsea. Il paraît que le PSG est dessus, machin et tout. Je crois que Vitor Roque avait 18 ans quand il a signé Zushi. C'est pour ça que je l'ai pas mis, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais il me semble qu'il avait un petit peu, qu'il avait déjà 18 ans. C'est pour ça aussi que je ne parle pas de Claudio Echeverri qui a rejoint City. Je peux vous le montrer en photo, mais Claudio Echeverri a signé à ses 18 ans à Manchester City. Donc, on n'est pas dans ce cadre-là. On est d'accord que ça reste jeune, mais ils sont plus mineurs officiellement. Donc voilà. Donc je parlais d'Estevan qui devrait arriver du côté de Chelsea, ou encore dans les prochains, puisqu'on est en train de parler des prochains. Le prochain argentin, ça pourrait être ce garçon, Franco Mastantuono, qui a 16 ans, convoité par le Real, et il paraît aussi un petit peu le PSG. Voilà. Au Brésil, ça doit gueuler pas tant que ça. C'est dans les règles, augmenter artificiellement les prix, et du coup les autres sont obligés d'aller sur des mineurs. Oui, voilà. Mais en fait, tout le monde, les entreprises y gagnent, si tu vois ce que je veux dire. Les gamins, c'est un autre débat. Mastantuono, il a 16 ans, il débute avec River, il a marqué son premier but, il est devenu le plus jeune joueur de River à machin. On va voir les conséquences parce que je vais en parler de tout cela. Plus jeune joueur de l'histoire de River a marqué un but avec les pros. Bref, probablement il va aller. Lui, je crois qu'il est en bisbille avec le. Enfin, c'est soit Real, soit PSG, et apparemment il aurait choisi Real. Bref, et je le disais, c'est l'âme sud. Mais vous allez me dire, oui, l'âme sud, c'est facile, les pays ont moins d'argent et tout. Oui, mais le garçon que vous connaissiez pas tout à l'heure, c'est lui, c'est Cavan Sullivan. Cavan Sullivan, il a 14 ans. Il vient de signer son contrat pro avec Philadelphie. Il a déjà signé avec City. Il rejoindra City en 2027, tout simplement. Donc, il a 14 ans. Il vient de signer pro avec Philadelphie et il va aller à Manchester City en 2027. Il va finir sa formation à Philadelphie puisqu'il est mineur. Et ensuite, il est là. Il ira là-bas. Donc, voilà où on en est. On détourne les règles. Tout simplement. Et je vais même aller plus loin, même vous expliquer des choses assez rigolotes, c'est qu'il y en a certains qui commencent à parler de ce fameux point 5, ce fameux joueur est étudiant, vous savez, le joueur est un étudiant effectuant des études à l'étranger. Il y a des clubs qui commencent à approcher des gamins en leur disant on va financer tes études, tu vas avoir des bourses d'études. Et donc, le gamin devient un jeune étudiant qui vient effectuer ses études à l'étranger. Et ben voilà, merci Pierre, parce que c'est entre autres à lui que je pensais. C'est un club français, on va pas le citer, qui le fait, parce qu'on dit les grandes puissances européennes, tout le monde y tombe dedans. C'est un club français qui a fait ça, avec un joueur colombien, on peut le dire. Donc voilà. Donc ça, c'est la prochaine étape, c'est de dire on va te financer tes études, ne souriez pas. Donc voilà. Plusieurs clubs français commencent à faire ça. Je parlais du PSG qui était sur Mastantuono. Ils sont aussi sur Alen Obando, qui est un Équatorien de 17 ans, qui joue à Barcelona. Pour vous donner une idée, Mastantuono, Obando, en cumulé, c'est à peine 30 matchs pro à eux deux. Donc voilà. Et donc, pendant ce temps-là, on commence à voir malheureusement quelques dérives. Vous avez peut-être vu ce jeune garçon, Matteo Apollonio. Il a 14 ans et 29 jours. Tout simplement, voilà la tête de ce garçon. Il a 14 ans. Il vient de débuter avec les professionnels d'un club qui n'est pas un club majeur du football argentin. Pour vous donner une idée, le match s'est terminé en baston général et les commentateurs étaient inquiets en se disant il ne faut pas que le petit soit au milieu. Donc voilà. Il est encore tout gamin. On le voit, pour le coup, lui, on le voit. Et donc voilà, je vous rappelle quand même, parce que finalement, à ce rythme-là, le record va tomber. Je vous rappelle que le record du plus jeune professionnel est tenu par un Bolivien qui s'appelle Mauricio Baldivieso. J'en avais parlé dans une vidéo, dans un temps additionnel sur Lucarno Posé. Je vous mettrai le lien dans la description. Il avait 12 ans quand il avait fait ses débuts avec Aurora. Il avait été lancé par son papa. Je vous mettrai le lien, mais pour la faire courte, ça avait grogné très fort. Les dirigeants avaient râlé. Le père avait dit si mon fils n'a pas le droit de jouer, je me casse. On lui a dit au revoir. Donc voilà, en Europe, c'est interdit de jouer avant 16 ans, heureusement. On va voir.
On va voir jusqu'à quand. Mais bon, vous le voyez, donc derrière tout cela se pose quand même une question, celle de la protection des mineurs. Tout simplement. Question qui n'est absolument pas évoquée, hein. Vous voyez, on parle de transfert, on parle de tout le monde y gagne, parce que les clubs européens donnent beaucoup d'argent, parce que les autres aussi gonflent un petit peu les clauses de libératoire pour se mettre plein d'argent dans les poches, donc tout le monde y gagne, entre guillemets, mais la protection des mineurs dans tout ça, que la FIFA est censée défendre, on ne sait pas trop où elle est. Les droits des enfants ne sont pas pris en compte dans ces logiques économiques. Et c'était un petit peu le côté provocateur du titre que j'avais donné au dossier, mais on est clairement dans un nouveau trafic de mineurs. On rappelle quand même que la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la CNUD, pour si vous aimez les acronymes, a 4 articles qui protègent et qui donnent des droits à ces enfants-là. Je vais vous les citer parce que c'est important, vous allez voir pourquoi c'est important et pourquoi, bizarrement, ça donnerait un cadre juridique pour lutter contre ça, mais personne n'y va. Les articles 9 et 10 garantissent le droit de l'enfant à la vie familiale, y compris la protection contre la séparation d'avec sa famille, lorsque ce n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors vous voyez qu'il y a un côté flou sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais surtout, c'est l'article 32 qui est important, parce que l'article 32 protège l'enfant contre l'exploitation économique, réaffirmant spécifiquement la nécessité d'établir un âge minimum approprié des conditions de travail correspondantes pour les mineurs, avec des sanctions adéquates pour les institutions qui ne s'y conformeraient pas. La vente et le trafic d'enfants sont interdits par l'article 35. Est-ce qu'un transfert n'est pas la vente d'un enfant? On pose la question. Vous voyez qu'il y a un cadre pour en parler. Comme tu le dis, Letko, vu la situation sociale des familles et vu la situation sociale des pays dans lesquels ils sont ciblés, ça risque malheureusement de se multiplier, ça risque de descendre, on le voit, on commence à faire jouer des gamins de 14 ans en Coupe d'Argentine, pas en championnat, mais tu pouvais assurer qu'il va pas tarder à arriver. Alors on a eu des exemples là, par le passé de joueurs qui sont arrivés à 15-16 ans, hein. Pelé, Maradona, Kun Agüero, c'était 15 ans, mais c'était des raretés. Là, on va en avoir de plus en plus. Il y a un cadre, justement, sur lequel s'appuyer pour travailler ce droit de la protection. Personne ne va dessus pour l'instant. Il n'est jamais question d'accompagner l'enfant, juste recruter un gamin. Ton Justin Bieber vient des USA. Oui, ah oui, alors justement, sur la notion de cadre meilleur, oui, on est d'accord. Il va rester aux États-Unis. Là où il y a le truc, c'est qu'en fait, ils sont pas transférés. Ils sont achetés, mais ils sont pas transférés. Mais on est quand même sur de la vente d'enfants. Et puis, il y a une autre conséquence. Donc là, il y a tout cet aspect protection de l'enfance, protection des droits de l'enfance, trafic d'enfants, vente de mineurs, parce que c'est de la vente de mineurs, même s'ils rejoignent le club en étant majeurs, ils sont vendus quand ils sont enfants. Il va y avoir aussi une autre conséquence pour ces gamins-là, une conséquence inimaginée toute simple au cas où le gamin, parce qu'on parle d'enfants qui sont en pleine puberté, qui n'ont pas terminé leur formation corporelle, leur développement corporel. Si le gamin a 18 ans, un gamin à 14 ans, c'est pas un gamin à 18 ans. Si le gamin se pète avant, s'il a un souci de croissance ou des choses comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si le gamin venait à échouer une fois déraciné? Que va-t-il se passer concernant sa carrière? Un gamin qui commence une carrière professionnelle à 14 ans ou qui commence à jouer dans des clubs comme River Plate à 16 ans, vous imaginez bien qu'à 33 ans, il jouera plus. Donc toute cette question-là se pose, et puis il y a la question du développement du football local. Vous savez, celui que la FIFA défend tout le temps, défendre le développement du football, etc. Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a ce pillage-là de ces futures promesses, parce que ce ne sont que des promesses. Donc, entre guillemets, si on parle du point de vue des clubs, de ces richesses-là, il faut quand même ajouter que la plupart des gros clubs européens, ont installé des espèces d'académies fantoches dans différents pays, notamment en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Il y a des PSG Academy un petit peu partout. Il y a aussi ces clubs qui ont été rachetés par des groupes pour défiscaliser et pour... voilà. Et puis, il y a ce côté, forcer la main des clubs locaux, dont l'économie vacille absolument et dont la seule richesse a forcément moins de 18 ans pour justement faire jouer ces jeunes talents le plus rapidement possible sur le point local pour que les gamins jouent concrètement avec des pros et pour ensuite les enlever à 18 ans pour aller les reformater. Et ça, c'est une autre question qui va se poser, qui est sous-jacente derrière. On sort du cadre de la protection de l'enfance, mais on parle de football de manière générale. Il va être aussi à un moment question de défendre les identités footballistiques. On a vu l'Argentine qui a renoué avec son passé footballistique depuis l'arrivée de Scaloni et qui du coup se met à regagner des titres. Mais de manière générale, quand un gamin est prêt à 18 ans pour être envoyé dans un club européen, pour être reformaté, c'est clairement le terme, hein, pour être réadapté au football européen, il va y avoir cette perte d'identité, ce qui fait sa différence. Alors je sais que ça sonne un petit peu comme le romantique qui s'accroche à son football d'avant, mais le danger est réel et le danger est plus vicieux que cela parce que
ça s'adresse aussi aux générations d'après. Bielsa disait par exemple que les enfants ont besoin de s'identifier aux idoles pour pouvoir grandir. Ils ont besoin de s'identifier aux idoles, ils ont besoin de les voir, de les toucher, de les croiser, donc de les voir au pays, d'aller pouvoir voir des entraînements, de les voir au stade. Si les gamins se barrent à 18 ans, ils ne les voient pas. Et ces grandes puissances-là vont les en enlever. Donc on est sur un phénomène de pillage de ces grandes puissances. Et l'avenir des footballs locaux dépend de cela. Est-ce qu'on va tous tomber dans un Brésil qui essaye de jouer à l'européenne et qui perd son jeu, qui, lorsque un Fernando Diniz et son jeu très brésilien après l'intérim se retrouve avec 23 joueurs totalement paumés sur le terrain parce qu'ils ne parlent pas ce langage-là, on peut arriver de cela. Alors je sais bien que bon nombre d'entre vous sont supporters de clubs de grande puissance, on est tous dans le cas, que tout le monde aime bien voir arriver un jeune Craquito, un Pépito, appelez-le comme vous voulez, mais voilà, il suffit quand même. Voilà, l'idée c'est de se poser la question sur cette méthode-là, de se demander si ce jeu en vaut la chandelle, s'il est utile de cautionner un tel pillage, une telle exploitation outrancière des richesses que sont ces joueurs-là d'autres pays et de voler ces identités-là. En gros, est-ce que ça vaut le coup de piller les terres et de voler les âmes, concrètement, pour dire les choses? Et n'oubliez pas, quand même, si vous avez un petit peu peur, si vous vous dites ouais, tranquille, regardez quand même ce qui se passe en France, regardez la situation des joueurs français, regardez l'âge auquel les joueurs français quittent leur club. Parfois, alors il y a des succès, très bien, parfois très bien. Matistel n'a quasiment jamais joué avec le Stade Rennais. C'est un exemple. On sourit toujours en parlant de la Farmers League pour la Ligue 1, mais quand même, imaginez les conséquences que ça peut avoir sur le football local. Voilà. Donc c'est aussi ça dont il est question dans ce dossier. Oui, Pogba, par exemple, voilà. Vendre un joueur à 18 ans et à 16 ans, c'est pas le même prix. Non, on est d'accord. Le seul gamin surmédiatisé qui a réussi à faire une belle carrière, c'est Xavi Simons pour l'instant. Pour l'instant, oui, enfin, elle est compliquée au départ, sa carrière, Xavi Simons. Voilà. Et pourtant, voilà, on pose cette question-là sur le côté, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher des joueurs aussi jeunes? Est-ce qu'on n'a pas besoin de les laisser grandir tranquillement, de les laisser... Parce que on a des exemples, on a un exemple, alors si vous me connaissez, vous savez où je vais aller. On a un exemple d'un joueur qui a pris le temps de grandir, de mûrir, de grandir au pays, d'enchaîner plus de 100 matchs, plus de 120 matchs, je crois, avec River Plate, notamment en professionnel. Il a franchi toutes les étapes tranquillement, les unes après les autres. Et il a grandi, il a gagné avec son club, il est une idole, 122 matchs avec River, j'étais en train de vérifier. C'est Julián Alvarez, forcément. J'aurais pu remonter jusqu'à Neymar, parce que Neymar est parti de Santos assez tard aussi finalement, ils ont réussi à le retenir, mais bon. Julián Alvarez, c'est l'exemple le plus récent, on est dans le post de toutes les modifications qui sont arrivées depuis. Et voilà, et au final, comme bizarrement, ça marche. Ça marche. Comme quoi, il n'y avait pas besoin d'aller déraciner Julián Alvarez. Et pour vous donner une idée, parce que j'insiste et je le rappelle assez fréquemment, Julián Alvarez a débuté milieu de terrain à River Plate. Il n'était pas attaquant, il jouait au milieu de terrain. Je vous invite à revoir la finale de Libertadores qu'il a dans les mains en 2018. Et vous verrez qu'il entre en jeu à la place d'Ezequiel Palacios au milieu de terrain dans la finale de Madrid. Voilà, il était milieu, il a pris le temps de grandir, il a pris le temps de finir sa formation. Et comme par hasard, il était prêt pour faire le saut en Europe. Donc voilà, Neymar est resté jusqu'à 21-22 ans alors qu'il a commencé à 16 ans aussi. Ouais, mais Julián a commencé tôt avec River, il est resté jusqu'à 21 ans. Les mecs, Neymar a plus de 150 matchs avec Santos. Ils sont partis en aussi rendant ce qu'ils ont donné, ce que le club leur a donné. Et donc ça démontre quoi? Qu'il n'y a pas besoin forcément de déraciner un gamin pour qu'il se mette à briller et pour qu'il brille sous vos couleurs. Et je sais pas très franchement si ça vaut pas plus cher, si c'est moins cher d'acheter un gamin à 16 ans, mais peut-être qu'à terme ça sera pas moins cher d'acheter un gamin à 16 ans. On le voit par exemple avec le cas Esteban du côté de Chelsea, puisque on est en train de parler de sommes absolument terribles, absolument terribles. On reverra jamais un run à la Neymar de Santos en Libertadores, ouais ça va être compliqué. Non mais voilà, mais tu vois on a ces souvenirs là, on est sur des garçons qui ont des centaines de matchs avec les pros. Même Hendrik qui arrive au Real n'a pas autant de matchs avec Palmeiras. Donc voilà. Ils n'ont pas déraciné Pierre et il est resté presque dans la région. Voilà, c'est ainsi qu'on va conclure ce dossier. C'était important d'en parler un petit peu. Juste, j'ai presque envie de dire éveiller les consciences là-dessus. Demandez-vous si vous devez vous réjouir de voir un Équatorien de 17 ans débarquer dans votre club. Je suis plus pour qu'on laisse un joueur grandir. Aujourd'hui, on veut tout trop vite, comme en NBA. Si un joueur a 23 ans, il pense qu'il pourra jamais être un grand joueur, ça va avoir d'autres conséquences. On est d'accord, Zouchi? On parlait fréquemment, alors c'est vrai que souvent on pointe l'Afrique, alors que l'Amérique du Sud c'est pareil, il y a des triches à l'âge. On sait que dans certains pays d'Afrique, on considère qu'à 21 ans c'est fini, c'est trop tard, donc pour ça que certains trichent, ça risque d'arriver. Ça risque d'arriver, ces mouvements de triche à l'âge, c'est pareil, en Am Sud il y en a. Donc oui, le problème, c'est ça, c'est les dérives que ça va occasionner, et il n'y a pas de cadre qui régit véritablement ça. On est en train d'autoriser quelque chose, on a ouvert une boîte qui est absolument dangereuse,
pas forcément pour les clubs, parce que tout le monde est gagnant dans l'histoire, mais qui est dangereuse pour des gamins, tout simplement.